Alors, on vient de comprendre l'intégration, la stabilité psychologique de ces enfants est primordiale, mais évidemment, pour qu'elle soit couronnée de succès, il faut qu'elle s'accompagne d'un cadre juridique, et ce cadre est nécessaire à la prise en compte de la vulnérabilité des enfants nés de ces violences sexuelles. Est-ce qu'il existe, et si oui, dans quelle mesure le droit peut-il être un soutien pour ces enfants? Des questions auxquelles Thomas Nillon, qui est déjà prêt à sauter sur scène et à me rejoindre, va apporter des réponses. Thomas Nillon, je précise que vous êtes docteur en droit public et ingénieur de recherche sur le projet violences sexuelles et enfance en guerre. On vous applaudit. Alors, bonjour à tous. Donc, je travaille pour le projet VSEG. C'est un projet qui est financé par l'Agence nationale de la recherche et qui réunit 3 universités, l'Université d'Angers, l'Université de Paris 1 et puis l'Université de Liège, sur les questions de violences sexuelles affectant les enfants. Alors, pourquoi je suis aussi long sur l'autopromotion? On a construit... il va bientôt sortir, malheureusement il n'est pas encore sorti, d'ici la fin du mois ça devrait être le cas, un petit livret sur comment on répond à la vulnérabilité particulière des enfants nés du viol de guerre, quel cadre juridique on peut mettre en place. L'objectif de ce guide, c'est d'identifier les problèmes qu'on rencontre dans les différents théâtres de conflits armés, de voir les points communs entre toutes ces différentes histoires, d'identifier des pratiques prometteuses qui répondent à ces problèmes-là, et puis d'en tirer quelque chose qui, à charge après aux autorités nationales de les adapter à leur contexte pour construire des politiques de protection des enfants nés du viol adaptées à leur situation, finalement. Donc, ça, c'était l'autopromotion. C'est surtout aussi pour vous permettre de saisir les éventuels biais qu'il pourrait y avoir dans la présentation qui s'intéresse aujourd'hui aux enfants nés de viols commis sur la route migratoire. Alors, de qui on parle? Tous ces enfants nés du viol commis sur la route migratoire, ils ont des histoires qui sont différentes. Ils ont des situations individuelles qui sont différentes. Pour certains, ils ne sont même pas au courant des conditions de leur conception. Pour d'autres, leur communauté, leur famille, voire parfois leur mère, vont les renvoyer à cette condition et ils vont subir des mouvements d'exclusion, de rejet. Malgré le fait que toutes ces situations soient différentes, la réponse à y apporter, elle doit être une réponse intégrée. Une approche intégrée de la problématique. Pourquoi une approche intégrée? Alors, une approche intégrée, c'est une approche qui va se centrer sur la thématique sans le cloisonnement disciplinaire. L'idée, c'est d'avoir une réponse interdisciplinaire à un problème posé. Et le droit, en tant qu'outil d'organisation sociale, permet l'organisation, normalement, de cette réponse. Alors, pourquoi une approche intégrée? Pour 2 raisons. La première, c'est le caractère systémique des enfants nés du viol commis sur la route migratoire. Le parcours migratoire expose énormément les femmes à des viols et de nombreux enfants naissent de ces viols. Alors les chiffres, c'est toujours un petit peu compliqué, même si le docteur Tantet en a montré, puisque il y a au moins 4 éléments qui font que c'est compliqué d'avoir des chiffres fiables et solides. La première, c'est que les victimes de violences sexuelles n'ont parfois pas la capacité de parler des violences sexuelles qu'elles ont subies. Mine de rien, ça demande une formation, de savoir qu'on a été victime de viol. Ça demande d'avoir une connaissance de ce que peuvent représenter ces actes. Ensuite, elles n'ont parfois pas la capacité physique ou psychologique de parler de l'événement qu'elles ont rencontré. Ensuite, elles n'ont parfois pas envie de se replonger dans cette histoire-là, encore plus pour une étude statistique. Et enfin, elles craignent parfois de mettre en avant cet état parce que ça pourrait leur causer un préjudice, pensent-elles, sur des parcours de soins ou des recherches d'aide sociale. Donc les chiffres sont souvent un peu incertains, ou en tout cas souvent sous-estimés.
un moyen de se donner une idée aussi du caractère systémique, du caractère systématique de cette réalité. C'est ce qui s'est passé très récemment en Ukraine. Suite à l'invasion russe de l'Ukraine, on a eu un énorme mouvement de déplacement des populations, avec des femmes qui ont été victimes sur cette route migratoire de viol, ou alors qui ont été victimes par les forces armées russes de viol, et qui, se retrouvant en Roumanie ou en Pologne, décident d'avorter. Or, la Roumanie et la Pologne ont des législations sur l'avortement qui sont assez draconiennes. Et vous avez un phénomène qui est d'une telle ampleur que l'Union européenne est intervenue pour demander à la Pologne et à la Roumanie d'adoucir leur législation sur l'avortement pour permettre à ces femmes-là d'avorter. Ça met en lumière le fait que ce n'est pas un épiphénomène, un enfant né du viol commis sur la route migratoire. C'est vraiment une masse importante d'individus derrière. Ensuite, alors, une approche intégrée, elle est nécessaire parce qu'il y a un phénomène systémique, et puis aussi parce qu'il y a une interconnexion des préjudices subis par ces enfants. Ils vont subir des préjudices physiques, moraux, administratifs, économiques, etc. Et ces préjudices divers, ils s'alimentent dans une spirale négative. Par exemple, un obstacle juridico-administratif va pouvoir retarder une prise en charge médicale, tout comme la précarité économique de ces personnes va parfois les empêcher d'accéder au système médical. Donc voilà, interconnexion des préjudices, caractère systémique, on a besoin d'une approche intégrée pour répondre à une fragilité structurelle. En droit, alors j'ai le sentiment que c'est un peu la même chose en psychologie ou en médecine, cette fragilité structurelle, on l'appelle vulnérabilité, et la vulnérabilité va être le fondement à l'adoption d'un certain nombre de correctifs, à l'adoption d'un certain nombre de mécanismes pour permettre à ces enfants de bénéficier de l'intégralité de leurs droits. Alors, les enfants nés du viol commis sur la route migratoire, ils bénéficient, au moins au début, de 2 titres de vulnérabilité qu'on connaît bien, l'enfance et la migration. En tant qu'enfants, ils disposent déjà d'un certain nombre de correctifs. En tant que migrants, ils disposent également d'un certain nombre de correctifs. Pour autant, ils ont une vulnérabilité spécifique qui va au-delà de ça, puisque les conditions de leur conception créent au moins 3 difficultés principales auxquelles les autres enfants migrants ne sont pas confrontés. La première, c'est l'impact de la violence sexuelle sur la mère, et de manière accessoire sur sa famille et sur sa communauté, qui peut avoir des répercussions sur l'enfant, notamment par l'intermédiaire de mouvements de rejet. La deuxième, c'est l'impossibilité d'établir une filiation paternelle, juridiquement, j'entends. Ce qui va parfois construire des obstacles juridico-administratifs pour l'accès des enfants à certains de leurs droits. Et enfin, la troisième, c'est la méconnaissance de ce phénomène par les services médicaux, sociaux et administratifs, qui va aboutir à des procédures maltraitantes et une victimisation secondaire. Donc voilà. Je vais reprendre ces 3 préjudices particuliers et voir comment on y répond dans notre système actuel. Donc, concernant le risque de persécution, alors dans les sociétés post-conflictuelles que j'ai pu étudier dans la réalisation du livret, le problème fondamental des enfants nés du viol, c'est l'énorme exclusion sociale dont ils sont victimes. Alors, en France, on est dans une société pacifiée, donc on a quand même moins ce phénomène, ou en tout cas, il n'est pas aussi partagé dans la société. On n'envisage pas les enfants nés du viol comme des bombes à retardement, comme des petits militaires, comme des enfants de l'ennemi. Il n'y a pas ce rapport social qui est construit à l'enfant. Il faut toutefois être attentif, puisque par le biais des familles et des communautés, on peut retrouver ces mouvements d'exclusion.
Une autre... Sur ce point, du coup, l'importance, l'enjeu, c'est aussi de voir ce que l'on peut offrir à la mère en termes de soutien à la parentalité. Et là-dessus, il faut que les services sociaux et les services administratifs adoptent des réflexes, adoptent des compréhensions qui font qu'ils sont capables de fournir à ces mères-là un soutien à la parentalité, ou en tout cas qu'ils sont capables de l'aiguiller vers des personnes compétentes pour les accompagner sur ce point. L'autre moyen de protection contre les persécutions présent en droit français, c'est le droit d'asile. Les modalités d'accueil d'un enfant né du viol vont être extrêmement dépendantes des modalités d'accueil de sa mère. Si la mère a l'asile, l'enfant va pouvoir en bénéficier. Si sa mère va avoir une protection subsidiaire, l'enfant va pouvoir en bénéficier. Si l'enfant lui-même a l'asile, sa mère va pouvoir en bénéficier. Si la mère n'a pas l'asile, l'enfant non plus, on retombe sur un parcours avec une OQTF possible et un renvoi au pays d'origine possible. Le statut de réfugié, construit par la Convention de Genève en 1951, il vise à protéger les, je cite, « personnes craignant, avec raison, d'être persécutées du fait de leur race, de leur religion, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ». Alors là, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce fameux groupe social, puisque c'est sur ce fondement, par exemple, que le statut de réfugié va être octroyé aux femmes et filles craignant l'excision en provenance du Mali. Mais dans la définition du groupe social, ça cadre malgré tout assez mal avec la perception que les services ont des enfants nés du viol. Malgré tout, c'est là qu'il y a un enjeu. À avoir de la formation à l'égard des juges et puis des travailleurs de la CNDA, donc la Cour nationale du droit d'asile, et de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, pour qu'ils comprennent les enjeux, les vulnérabilités spécifiques, et qu'ils puissent étendre cette notion de groupe social. On a un petit joker en droit des étrangers. Quand une personne n'a pas l'asile, elle peut bénéficier d'une autre protection qu'on appelle la protection subsidiaire, qui est un moyen d'offrir des titres de séjour sans pour autant que la personne bénéficie du statut de réfugié. Et dans ces cas-là, il faut démontrer donc soit le risque d'une peine de mort, ce qui ne va pas vraiment nous concerner, soit le fait que la personne serait renvoyée dans une zone de conflit qui frappe de manière indiscriminée les populations civiles, ce qui peut s'appliquer dans un cas minoritaire des individus dont on parle aujourd'hui, mais surtout la question de la possibilité de torture ou de peine inhumaine ou dégradante, donc des traitements d'une telle gravité qu'il serait une violation de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui, malgré tout, reste assez limité. C'est aussi pour ça que en méconnaissance de ce que peuvent être la vie des enfants nés du viol et de leur mère dans leurs états d'origine, les juridictions de l'asile créent des situations de persécution ou alimentent des situations de persécution. Donc, il y a un vrai travail d'information à faire sur ce point. Voilà concernant les persécutions. Concernant maintenant l'impossibilité d'établir une relation paternelle, alors cette difficulté, elle ne présente pas les mêmes enjeux pour les enfants nés en France et pour les enfants nés à l'étranger. Pour les enfants nés en France, le Code civil, article 56, article 57, globalement, il n'y a pas besoin d'un papa pour faire un acte d'état civil. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a aussi des États où il y a besoin, que ce soit le père qui enregistre l'enfant, ou il y a besoin qu'il y ait une filiation paternelle.
En France, globalement, il n'y a pas vraiment de problème à établir, enfin, il n'y a pas de problème à établir une seule filiation maternelle. Donc, pas de problème de ce côté-là. La question, elle se pose plus quand ces enfants retournent dans leur pays d'origine, où là, ils peuvent être confrontés, pour certains actes de leur vie quotidienne, à avoir besoin d'une filiation paternelle. Il y a des États dans lesquels il est impossible de se marier ou d'hériter sans avoir un acte d'état civil où il y a une filiation paternelle. Donc on a une situation de discrimination dans certains États à l'égard duquel il faut aussi protéger les enfants. En termes de nationalité, quand l'enfant naît en France, il n'y a pas forcément de problématique, puisque soit la mère est capable de transmettre sa nationalité, et... pardon, peut-être je vais partir de plus large. La nationalité, c'est quelque chose de très important pour un enfant. C'est un des premiers droits de la Convention internationale des droits de l'enfant. La nationalité, c'est un moyen d'avoir une protection. C'est l'assurance de bénéficier de la protection fournie par un État. C'est ce qui va éviter de créer des fantômes, des gens qui n'existent pas aux yeux de l'État. Et c'est dans ces fantômes-là qu'on va avoir une très grande proportion de mariages précoces, d'exploitation sexuelle, d'exploitation par le travail, d'enrôlement dans des groupes armés. Puisqu'ils n'existent pas, il n'y a pas d'État pour faire une protection à leur égard, donc il n'y a pas de problème. Donc, quand un enfant naît en France, on ne rencontre pas de problème d'apatridie. On arrivera toujours à créer une nationalité, soit parce que la mère va transmettre sa nationalité, soit parce que, en droit du pays d'origine de la mère ne peut pas transmettre sa nationalité, c'est une prérogative paternelle, et auquel cas, puisqu'on est en France, le droit du sol va s'appliquer et l'enfant va pouvoir être français. Ce qui n'est pas forcément le cas quand l'enfant naît à l'étranger. Quand l'enfant naît à l'étranger, si l'État dans lequel il naît, il n'y a pas de droit du sol, et que la mère ne peut pas transmettre sa nationalité en vertu de son droit du droit de son pays d'origine, et qu'il n'y a pas de père, alors il n'y a aucun moyen de donner une nationalité à l'enfant. Il se trouve alors dans une situation d'apatridie. Alors, s'il est dans une situation d'apatridie et qu'il est en France, on va pouvoir lui donner des titres de séjour, il n'y a aucun problème. Il faudra juste qu'il aille à l'OFPRA. Enfin, il n'y a aucun problème. Ça demande de suivre des procédures administratives à rallonge. Voilà. Il faudra aller à l'OFPRA, faire part de son apatridie, démontrer son apatridie et demander après un titre de séjour. Mais dans l'ensemble, le réel problème de l'apatridie, c'est justement en cas de renvoi. Donc il faut avoir une vraie vigilance sur le fait qu'il n'y ait pas de renvoi d'apatrides. Et à cet égard, il faut que l'OFPRA soit vigilante et du coup, elle aussi, très informée, très formée au problème des enfants nés du viol. Enfin, le dernier enjeu, c'est la difficulté à construire un environnement propice au développement de l'enfant. Et à cet égard, en France, un enfant né du viol dispose du statut de victime. C'est-à-dire qu'il peut obtenir une réparation pour le viol subi par sa mère. C'est une jurisprudence constante en France depuis 1998. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le juge, quand il forme son indemnisation, il le fait au regard des difficultés que va rencontrer l'enfant dans sa construction quand il aura connaissance des circonstances de sa conception. C'est donc une indemnisation qui est faite pour le préjudice subi par l'enfant du fait de l'infraction commise par son géniteur. Donc quand le viol est commis en France, on a cette voie-là qui est possible. Quand on a un viol commis à l'étranger, sur un étranger, sur une étrangère, par un étranger, trouver un juge pour défendre ce statut de victime,
c'est pas possible. Il n'a pas la compétence, sauf si c'est un cadre très, très massif. Donc, il faut aussi qu'on voit comment on peut accompagner ces enfants et comment on peut accompagner dans les systèmes juridiques étrangers pour obtenir des réparations. La Cour pénale internationale, qui permet un peu d'unifier les pratiques de procédure pénale, a aussi cette reconnaissance du statut de victime pour les enfants nés du viol. Enfin, il y a des services sociaux et administratifs à former pour justement avoir une meilleure compréhension des enjeux, pour savoir comment on parle à ces enfants-là, comment on parle à ces femmes-là. Et sur ce point, comme sur tous les autres, finalement, le droit, il a des outils qui sont existants, avec une malléabilité qui est existante. Il a la capacité de s'adapter. La seule chose, c'est que pour s'adapter, il faut que les gens qui le mettent en œuvre soient formés, comprennent. Et c'est là qu'il y a un enjeu pour construire un cadre juridique qui soit adapté à répondre à la vulnérabilité spécifique des enfants nés du viol.